Il est 10h à Paris. On est ensemble pour une heure d'actualité et de débat autour du Soudan avec tous nos invités. Mais d'abord, les titres de l'actualité et ce cessez-le-feu qui vacille dans la bande de Gaza. Des frappes israéliennes ont fait au moins 80 morts dans le territoire la nuit dernière, dont 22 enfants au moins selon la défense civile sur place. Pour Donald Trump, rien ne compromet à ce stade l'accord de trêve. À la une également, les Pays-Bas à l'heure du choix. Les Néerlandais sont aux urnes aujourd'hui pour des législatives anticipées. Le populiste anti-immigration Geert Wilders est en tête des sondages. Un scrutin test pour l'avenir de l'extrême droite en Europe. Et puis au Soudan, la crainte d'un bain de sang grandit d'heure en heure à El Fasher, capitale du Darfour Nord. Les forces de soutien rapide en ont pris le contrôle dimanche après 18 mois de siège. On s'arrête sur ce tournant majeur dans la guerre et sur ses conséquences pour des milliers de civils avec Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, Baptiste Chapuis, responsable du plaidoyer et des programmes internationaux pour l'UNICEF, et Justine Musique-Picmal avec nous par visioconférence, directrice régionale en charge du Soudan pour Solidarité Internationale. Voilà pour le programme. Bienvenue, c'est Parlons-en. Au Soudan, ils peuvent désormais revendiquer le contrôle d'un territoire aussi vaste que la France. Les forces de soutien rapide dirigées par le général Hemeti, elles se sont emparées dimanche de la ville d'El Fasher. C'était jusqu'ici le front le plus disputé de la guerre qui oppose depuis avril 2023 les paramilitaires à l'armée soudanaise. Un tournant majeur dans le conflit qui accentue la crainte de violences ethniques à grande échelle. Hier, les forces alliées de l'armée ont accusé les FSR d'avoir exécuté plus de 2000 civils non armés depuis dimanche. Plusieurs rapports alarmants alertent sur de multiples exactions étayées par des images sur le terrain qu'on va décrypter avec nos invités. Mais d'abord, je vous propose de faire le point sur ce dossier depuis 2023 avec Jean Barrère. Deux camps en guerre dans un conflit d'une violence inouïe qui ravage le Soudan depuis avril 2023. D'un côté, les forces armées soudanaises et de l'autre, les FSR, les forces de soutien rapide. Deux groupes autrefois alliés qui se battent pour le contrôle du territoire soudanais. L'armée contrôle le nord, le centre et l'est du pays, tandis que les FSR ont désormais la main sur la totalité de la région du Darfour, avec la prise de la ville clé d'El Fasher dimanche. L'armée régulière disposerait d'environ 200 000 hommes. Elle a repris la capitale Khartoum en mars, mais n'en a pas la maîtrise totale, son quartier général demeurant la ville de Port-Soudan sur la mer Rouge. C'est là que se trouve le général Bourhan, chef de l'État de facto. Nous sommes déterminés à venger tous nos martyrs et à obtenir justice pour ce qui est arrivé à notre peuple à El Fasher. Des crimes commis à El Fasher. Et avant cela, dans tout le Soudan, au vu et au su du monde entier. L'armée soudanaise est soutenue par l'Égypte qui partage une frontière clé avec le pays, mais aurait aussi reçu l'appui de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Iran, même si chacun nie toute intervention. Face à elle, une force paramilitaire, les FSR, créée officiellement en 2013. Ce groupe est issu des milices arabes Janjaweed, formées pour réprimer la rébellion au Darfour en 2003 et bras armés du dictateur Omar el-Béchir. Leurs attaques ont fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés à l'époque, selon l'ONU. Ces hommes sont aujourd'hui encore accusés d'exaction, même si l'armée régulière n'est pas en reste. Elle est accusée de son côté d'avoir fait usage d'armes chimiques. Elle compte environ 100 000 hommes dirigés par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. L'armée l'accuse de recevoir le soutien des Émirats arabes unis qui lui fourniraient des armes comme des drones, en échange de l'or des mines soudanaises sous contrôle des FSR, une ressource très présente au Soudan. L'Émirat niant également ces accusations. Avec le contrôle de la quasi-totalité du Darfour par les FSR, les experts craignent que le Soudan ne soit de nouveau divisé, comme lors de la partition avec le Soudan du Sud en 2011. Baptiste Chapuis, depuis 48 heures, des vidéos circulent en provenance d'El Fasher, filmées par les combattants des FSR qui célèbrent leur victoire avec des mises en scène de ces combattants qui commettent aussi des exactions et des massacres de civils. Quels sont les témoignages qui vous remontent ces dernières heures, ces derniers jours, en tout cas depuis dimanche et la chute d'El Fasher ?
Écoutez, depuis la chute d'El Facher, ce qui se joue, ça va au-delà d'une tragédie humanitaire. C'est la survie de populations tout entières, de centaines de milliers de personnes. Effectivement, on assiste à 900 jours de conflit armé, 500 jours pour El Facher de blocus et de siège quasi immédiat. Il y a plusieurs choses qui expliquent la situation dans laquelle on est arrivé. Bien évidemment, c'est le conflit armé depuis 900 jours qui explique déjà tout cela. Malheureusement, le Soudan, c'est un peu un laboratoire de toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier pour les enfants. Depuis le début du conflit armé auquel nous assistons, on a assisté, nous, UNICEF, à plus de 1000% d'augmentation de violation des droits des enfants, que ce soit des mutilations, des meurtres, des recrutements d'enfants, des destructions d'hôpitaux et d'écoles. Vous avez en plus de ça une situation qui est particulièrement difficile, on le voit à El Facher en termes d'accès humanitaire, c'est l'une des pires crises en termes d'accès. On aura l'occasion d'y revenir, mais rien que sur l'année 2024, pour vous donner un exemple, 60% des convois de l'UNICEF ont été soit retardés, soit bloqués, soit attaqués, ce qui vous donne une idée de ce que vivent aujourd'hui les civils à El Facher parce qu'ils n'ont pas accès à l'aide humanitaire dont ils ont désespérément besoin. Et peut-être l'une des dernières choses à dire, c'est que ces conséquences, El Facher, c'est le dernier événement d'une chaîne d'événements absolument horribles qui a abouti à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. 30 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, 50% sont des enfants et 25 millions souffrent de la faim. C'est-à-dire que très concrètement, que ce soit aujourd'hui à El Facher, mais dans le reste du Soudan, vous avez des personnes aujourd'hui qui sont dans un tel état de malnutrition, d'émaciation, de dénutrition, qu'aujourd'hui, on meurt de la faim au Soudan. Je rappelle qu'il y a 2 situations de famine aujourd'hui. Il y a une famine à Gaza, il y a une famine au Soudan depuis août 2024. Oui, l'ONU parle d'ailleurs de la pire crise humanitaire au monde pour le Soudan. Justine Musique Picmal, vous êtes aussi avec nous par visioconférence. Vous êtes, directrice régionale, donc je le rappelle, en charge du Soudan pour Solidarité Internationale. Vous partagez, j'imagine, le même constat. Quels sont les récits qui vous parviennent ces dernières heures et ces derniers jours depuis la chute d'El Facher ? Alors, nous, on a nos équipes qui sont sur Tawila, donc c'est au sud d'El Facher, c'est à 27 km. Depuis 2 semaines, on a eu un millier de personnes qui sont arrivées, soit à pied, soit en camion, les camions étant payants. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à pied. On a une grosse crainte de famine et de perte de population sur la route, avec des gens qui vont mourir de faim et mourir de soif sur les axes, comme on a pu voir au mois de mai, avec la première grosse arrivée de la population. Comme Monsieur Chapuis, on a tous reçu ces images Facebook qui sont absolument atroces, filmées par les milices, où ils exécutent directement les gens sur les chemins ou les pillent. Là, aujourd'hui, on est sur Tawila, on attend que les populations arrivent, on essaie de négocier pour aller plus près d'El Facher. Donc, on négocie avec tout le monde pour monter nos équipes au plus près et surtout à Korma, qui est entre El Facher et Tawila, où on sait qu'il y a un des centres qui sont imposés avec des pillages sur la population pour qu'on puisse avoir des humanitaires qui aillent directement sur zone. La branche politique des forces de soutien rapide a annoncé la formation d'un comité pour vérifier l'authenticité des allégations et de ces vidéos qui circulent depuis 48 heures maintenant. Les FSR qui annoncent que beaucoup sont des montages de l'armée et de ses alliés. Marc Lavergne, pourtant ce sont des vidéos qui ont été authentifiées. On a même c'est corroboré vu du ciel. On en parlait un peu plus tôt dans le journal. Est-ce qu'elles sont crédibles malgré tout ces vidéos? Il faut les authentifier. Oui, écoutez, je ne les ai pas vues, mais je suppose effectivement qu'elles reflètent la réalité, qui est une réalité finalement assez banale au Darfour. Pour nous, le Darfour, ça équivaut à des drames. Moi, j'y suis allé pour la première fois à El Facher il y a 40 ans. C'était déjà la famine et des gens qui mouraient sous les yeux du monde entier sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Il y avait une centaine d'ONG internationales qui étaient là, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait superficiel par rapport à ces problèmes de fond que le Darfour affronte depuis maintenant je dirais presque l'indépendance du Soudan. Donc il y a une question politique derrière tout ça. Il y a une question militaire aussi. Pourquoi on se bat?
Pourquoi ? Pour accaparer les richesses du Darfour. Y en a-t-il vraiment ? Pas tellement. Mais je crois que entre l'armée et les forces de soutien rapide, ce qui est en jeu, c'est la prise du Soudan. C'est la prise de la capitale et de toutes les richesses que recèle le Soudan. C'est-à-dire l'or aujourd'hui, hier le pétrole, aujourd'hui l'or. Donc l'armée et ses forces de soutien rapide, il faut le rappeler, sont des alliés au départ. Ce sont des gens qui étaient ensemble pour soutenir la dictature d'Omar el-Béchir, qui a disparu mais qui est toujours là quelque part, et qui a duré 30 ans et qui a mis le pays complètement à genoux. Donc ce qui se passe au Darfour aujourd'hui sous l'angle humanitaire, c'est quelque chose de terrible, mais ça n'est pas quelque chose d'inattendu ni de tout à fait nouveau. En tout cas, la crainte d'un bain de sang grandit d'heure en heure. Selon un communiqué des forces alliées de l'armée soudanaise, les FSR ont exécuté plus de 2000 civils non armés depuis dimanche. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Quel est le scénario qui se profile ? Il faut bien voir que les forces de soutien rapide ne sont pas des soldats. Ce sont des jeunes qui sont issus de tous ces drames précédents, qui ont grandi dans la violence, qui ont grandi sans aucun avenir et qui ont été recrutés comme mercenaires avec l'argent de Dubaï, qui paye les salaires de tous ces gens, et puis qui sont priés de se payer sur la bête, c'est-à-dire qui tuent, qui violent, qui pillent, qui sont jamais allés à l'école, qui n'ont aucun projet non plus de constituer un État. C'est une force qui est latente, qui est là et qui vit au jour le jour finalement. Il n'y a pas derrière tout un appareil logistique avec un projet pour prendre l'ensemble du Soudan. Ces gens-là sont allés jusqu'à Khartoum, ils ont pris la capitale, ils en ont été chassés, ils sont revenus sur leur base en quelque sorte. Et puis il y a des jeunes qui viennent de toute l'Afrique, de tout le Sahel. C'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer non plus. Donc ça limite un peu toutes les limites morales, les barrières morales qu'il peut y avoir dans des situations comme ça vis-à-vis des civils. Il y a aussi des mercenaires colombiens qui font partie qui sont là en appui aux forces de soutien rapide. On en reparlera un peu plus tard dans ce débat. Baptiste Chapuis, les FSR ont aussi, on le sait, érigé une immense barrière de sable longue de 55 km selon les journalistes et les observateurs sur place autour d'El Facher, ce qui rend quasiment impossible la fuite des civils. Que savez-vous de cette barrière ? Cette barrière, elle est autant physique que symbolique. Elle souligne la situation absolument abominable dans laquelle sont les civils en ce qui concerne l'accès humanitaire. Que ce soit nos partenaires soudanais, les ONG internationales, nationales ou les agences des Nations Unies, c'est l'une des pires crises en termes d'accès. Je le mentionnais dans ma réponse précédente, en 2024, 60% des convois que nous avons tenté d'acheminer ont été soit empêchés, soit attaqués. Ça a été le cas en août, ça a été le cas en septembre dernier, où on a 5 personnes d'un convoi après 1300 km de route qui ont été attaquées et tuées. C'est aussi effectivement l'incapacité d'une population qui est constamment en mouvement. On parle de la plus grande crise de déplacement forcé au monde. 15 millions de personnes sont déplacées aujourd'hui. Justine, ma collègue, mentionnait Taouila. Taouila, c'est 500 000 personnes. C'est l'équivalent de la ville de Lyon. Donc les chiffres peinent à représenter non seulement l'ampleur des déplacements forcés qu'a généré le conflit armé au sein du Soudan, mais du coup, de facto, le défi logistique humanitaire perpétuel représenté par ces déplacements, parce que en tant qu'UNICEF par exemple on enchaîne les cliniques mobiles, on enchaîne les interventions agiles, que ce soit par le Soudan, que ce soit par des hubs logistiques humanitaires pour apporter de l'aide alimentaire, pour apporter de l'eau. Mais si le conflit ne s'arrête pas, si ces violations ne s'arrêtent pas, si cette barrière physique ou symbolique ne s'arrête pas, on aura toujours du mal à avoir accès aux populations les plus vulnérables et en particulier les enfants. Accès compliqué par les déplacements de population dont vous parliez. Il y a aussi le fait que les humanitaires sont directement ciblés dans cette guerre. Justine Musique-Piqueval, les derniers développements font état d'ailleurs de 5 bénévoles soudanais du Croissant Rouge tués à Bara, ville tenue par les FSR depuis samedi. 3 autres sont portés disparus depuis le début de la guerre. Donc les humanitaires sont régulièrement ciblés. Justine Musique-Piqueval, comment travailler dans ces conditions ? Alors, on va faire une petite différence et un peu de pédagogie, la différence entre les Nations Unies et les ONG internationales et les ONG nationales. Les ONG internationales et nationales sont rentrées sur les Darfour depuis mai 2023, depuis le début de la guerre. Donc on est tous sortis, puis on est tous revenus.
une distinction avec les Nations Unies qui ont une problématique politique qui n'a rien à voir avec les ONG internationales. On négocie avec tout le monde. On est dans une absolue neutralité et transparence avec les deux forces, les trois forces même, puisque l'on travaille avec la SLA sur Taweelah, qui est une zone neutre, c'est une zone tampon, d'où le demi-million de personnes qui y viennent se réfugier sur la zone. La négociation, elle est au quotidien. Forcément, il y a des milices, comme disait Marc plus tôt, qui sont complètement incontrôlables. Après, sur les checkpoints, on arrive encore à avoir des hiérarchies de discussion et de négociation et d'accès humanitaire. Les enjeux sur le quotidien de la sécurité, c'est un enjeu permanent. Entre les drones qui tapent sur des bâtiments, on a un de nos bâtiments qui a été détruit le week-end dernier par un drone sur El Fasher. Les enjeux de bombardement aérien très hauts qui donc ne visent absolument personne et qui tombent dans des marchés et dans des écoles et sur des hôpitaux et sur des véhicules d'humanitaire. On a eu des collègues qui ont été kidnappés cet été. L'ensemble de la sécurité est quotidienne. On ne lâchera pas sur Taweelah et sur El Fasher. On va continuer à négocier, à passer ce qu'on appelle la cross-line, donc toutes les zones de combat qui séparent Taweelah au moins de Korma et de Korma à El Fasher, et afin de rentrer. Un dernier point sur la situation aujourd'hui sur Taweelah. Il y a beaucoup d'agences des Nations Unies qui attendaient que El Fasher s'ouvre pour pouvoir répondre avec des camions qui sont aujourd'hui en attente de venir. La demande des ONG internationales et nationales, c'est de répondre d'abord à Taweelah de tous les gens qui sont en train d'arriver, puisqu'on n'a rien. En fait, la grosse problématique de Taweelah, c'est qu'il n'y a rien aujourd'hui. On n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de camions-citernes physiquement dans la ville de Taweelah. Il n'y a pas assez d'eau pour la population. Il faudrait faire plus de 80 forages en urgence pour pouvoir accéder à l'eau potable. On n'a pas assez de médicaments, on n'a pas de vaccins. Donc en fait, aujourd'hui, il ne faut pas attendre de pouvoir rentrer dans El Fasher, il faut répondre aux besoins des gens qui se sont déplacés et qui sont aujourd'hui à Taweelah. Ce sont 177 000 civils qui se trouvent encore dans la ville d'El Fasher et ses environs, selon l'Organisation internationale pour les migrations. El Fasher qui abritait avant la guerre plus d'1,5 million d'habitants. Marc Laverne, quel sort les FSR réservent aux habitants d'El Fasher qui sont toujours pris au piège? On parle de violences ethniques. Qui cible-t-elle ces violences? Oui, alors les violences ethniques, c'est une chose, et le combat entre l'armée et les forces de soutien rapide, c'en est une autre. Les deux se superposent un peu. C'est-à-dire que l'armée n'est pas censée, elle, se livrer à des conflits ethniques. Elle représente une armée régulière. Bon, il se trouve que les soldats sont plus originaires de la vallée du Nil que du Darfour. Le Darfour est une province excentrée du Soudan qui a toujours été marginalisée, qui a toujours été négligée. Donc l'armée est un petit peu étrangère, si vous voulez, là. Mais bon, aujourd'hui, l'armée donc a été chassée du Darfour et elle n'est plus un facteur limitant, ce qui était un problème parce que l'armée étant assiégée, il y avait des bombardements qui touchaient les civils, entre, je dirais, les forces de soutien rapide d'un côté et l'armée de l'autre. C'était les civils qui étaient au milieu et qui souffraient beaucoup. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est supprimé en quelque sorte par la prise de la ville par les forces de soutien rapide. Maintenant, les questions que vous soulevez, ethniques et sont effectivement très importantes. Elles sont assez peu contrôlées, mais on peut dire que les forces de soutien rapide sont originaires des tribus nomades, des tribus paupérisées du Sahel, et pas simplement du Soudan, mais de toutes ces marges du désert. Et donc elles essayent de prendre les terres des paysans, qui sont appauvris eux-mêmes. Et donc, il y a ce conflit qui est schématisé en arabe contre africain, ce qui est totalement stupide, parce que tout le monde est africain dans cette affaire. Mais il y a des gens qui parlent encore des langues locales, qui sont des paysans ancrés dans cette région du Darfour, qui est une région de montagne, qui est une région qui était un ancien sultanat, qui a été absorbé par le Soudan. Mais il y a effectivement des conflits ethniques, et sinon des conflits, du moins simplement des exactions, c'est-à-dire des massacres qui sont contrôlés par personne à l'égard des gens, parce qu'on leur demande à quelles ethnies ils appartiennent, et s'ils n'appartiennent pas à l'ethnie de celui qui pose la question, ils peuvent être exécutés sur place. Donc il n'y a pas de ciblage particulier, c'est ça que vous dites?
Il y a le ciblage, on va parler des Massalites, c'est un peuple qui est effectivement victime. Il y a d'autres peuples comme ça qui n'ont pas su se structurer pour avoir des dirigeants solides et pour avoir une aide extérieure et qui sont les victimes. Et puis il y a d'autres groupes qui sont beaucoup plus dynamiques. Par définition, les nomades chameliers, dont est originaire par exemple Hemeti, mais aussi d'autres groupes qui sont des cavaliers, qui sont des nomades, qui sont ils sont plus mobiles et ils sont plus armés. C'est-à-dire que tous les nomades sont armés pour défendre leurs troupeaux contre les voleurs de chameaux, contre les voleurs de chevaux, etc. Donc ils ont cette formation guerrière, si vous voulez, et puis ils essayent de prendre les terres cultivables aujourd'hui. On est sur un fond de désertification, de changement climatique, qui fait que les nomades crèvent de faim et n'ont plus de ressources dans le désert. Donc ils essayent de se replier vers le sud, vers les terres qui sont occupées par les paysans. Ça, si vous voulez, le fond du tableau du Darfour. Le général Al-Bourhan a reconnu donc la chute d'El Fasher, précisant que ses troupes s'étaient retirées de la ville dans l'espoir d'épargner à la population civile de nouvelles violences. Pourtant, on le voit, elles continuent, ces violences, ces dernières 48 heures. Il faut s'attendre à ce qu'elles se poursuivent dans les prochains jours. La leçon de ces 3 dernières années, et ce qui est incontestable, c'est que les civils sont directement et indirectement pris pour cible par toutes les parties au conflit. Et ce, depuis le début. C'est vraiment l'une des variables d'ajustement, j'irais dire morbide, de ce conflit armé. Ils sont pris pour cible directement parce qu'on a un grand nombre de personnes qui ont été tuées, mutilées ou enlevées, soit par l'usage massif d'armes explosives dans les zones peuplées, que ce soit des drones, que ce soit des obus d'artillerie, que ce soit via des bombardements. Ils sont pris pour cible indirectement parce qu'on bombarde leurs hôpitaux et leurs écoles. Je rappelle qu'il y a 80% des enfants qui n'ont plus accès à l'éducation. C'est quand même 14 millions d'enfants sur 17. 70% des hôpitaux ne fonctionnent plus. Vous avez un système de santé qui est à l'arrêt et qui est sous perfusion de l'aide humanitaire. Et enfin, en bloquant l'aide humanitaire, vous condamnez toute une population à une mort qui est certaine. Il y a une situation de siège à El Fasher. Je rappelle qu'il y en a 2 autres au Kordofan, à Diling et à Kadougli. Vous avez aussi 2 autres situations de siège où on appelle Nations Unies et l'écosystème humanitaire à des corridors humanitaires immédiats pour pouvoir soulager cette population qui est sous un siège depuis 500 jours. Donc encore une fois, déjà l'enjeu numéro 1, c'est le cessez-le-feu. Sans cessez-le-feu, on n'y arrivera pas et effectivement, il faut appeler tous les États, dont la France et la communauté internationale, à faire pression non seulement sur les parties au conflit, mais aussi sur ces fameux sponsors, ces fameux appuis qui agissent dans l'ombre de ces parties au conflit, qui ont une vraie influence pour pouvoir non seulement faire cesser les armes, faire taire les armes, mais aussi assurer un accès humanitaire qui est l'enjeu numéro 1, parce qu'on le rappelle, l'une des 2 situations de famine aujourd'hui se trouve au Soudan. On en reparlera tout à l'heure, mais d'abord dans l'immédiat, Justine Music-Piqueval, quelle est l'action de solidarité internationale là en ce moment, ces derniers jours, pour venir en aide aux civils? Qu'est-ce qui a été déployé? Alors, on ne fait rien seul, hein. Ça c'est important à savoir. On n'est pas beaucoup sur Taouila et sur le Nord Darfour, mais la communauté internationale humanitaire. On travaille sur donc tout l'accueil des personnes qui sont en train d'arriver à pied ou en camion. Donc c'est à distribution d'eau potable en urgence. Hein. Vous savez qu'on sort d'une énorme, on est en train de sortir d'une énorme crise choléra, une des plus grosses crises qu'ait connue le Darfour des 20 dernières années, due à l'absence de vaccination anti-choléra. Donc du coup, c'est distribution d'eau potable, c'est distribution de nourriture au plus rapide dès qu'on peut avoir donc des camions remplis de nourriture. C'est mise en place de latrines, puisque du coup, il n'y a rien. Sur Taouila, c'est une zone, c'était un village, hein, il y a encore 9 mois. Donc avec un demi-million de personnes qui est déjà présent, donc c'était sursaturé. Avec les nouveaux arrivants, il faut qu'on trouve des nouvelles places, il faut qu'on distribue En fait, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Hein. On a suspendu des endroits où on distribuait de l'eau potable pour mettre de l'eau potable dans les zones de transit où arrivent les gens. Et là, maintenant, on fait un appel à la communauté internationale pour redistribuer ce qu'on appelle des kits d'urgence, donc des seaux, des savons, des gobelets, des casseroles, des tentes. L'hiver commence à arriver sur le Darfour, donc qui commence à faire froid la nuit. Donc on est en train de vider tous nos stocks de couverture pour distribuer au plus rapide, distribuer les tentes qu'on peut avoir au plus rapide. Et donc un appel de nouveau à avoir ce qu'on appelle le pipeline des Nations Unies ouvert entre le Tchad et le Darfour au plus rapidement, parce qu'on nous, on pourra pas, nous, les humanitaires internationaux, on ne pourra pas répondre absolument à tout aujourd'hui.
les achats à faire au Tchad et les achats à faire au Darfour aujourd'hui, ça prend énormément de temps. Donc il faut absolument qu'on fasse fonctionner le gros système humanitaire pour répondre à cette plus grosse crise qui est en train de se faire devant nos yeux, des gens qui meurent devant nous de faim, de famine. On parle plus de Zamzam, mais Zamzam, il y a encore une population qui est coincée. On pense que Zamzam, ce sera comme pour El Fasher, avec une population qui sera coincée à l'intérieur, où on ne pourra pas intervenir en direct. Donc il faudra faire de l'indirect, passer par les ONG soudanaises qui sont d'accord pour rentrer, essayer d'envoyer de la nourriture par camion commerciaux pour essayer de faire remonter des gens. Mais tout ça, c'est une logistique extrêmement coûteuse et de nouveau avoir accès à la matière première. On reviendra sur l'inaction de la communauté internationale depuis le début du conflit avec vous, Marc Laverne. Mais d'abord, Baptiste Chapuis, du côté de l'UNICEF, qu'est-ce qui est mis en place ? On essaie tant bien que mal d'être toujours opérationnel. On l'est depuis des dizaines d'années, mais effectivement, c'est très compliqué pour les enjeux sécuritaires, pour les enjeux de déplacement forcé de population que je mentionnais précédemment. L'enjeu, déjà, c'est d'avoir accès. Donc là, en l'occurrence, que ce soit sur les situations de siège, mais aussi sur les personnes déplacées. Donc, par exemple, un cas typique pour que les téléspectateurs comprennent, l'enjeu, c'est de mettre en place de ce qu'on appelle des cliniques mobiles, c'est-à-dire d'aller au devant des populations qui sont nouvellement déplacées et qui bougent d'un point A vers un point B. Vous avez des populations qui ont bougé depuis le début du conflit 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et là, effectivement, Taouila, c'est un peu l'un des épicentres de ces personnes qui sont nouvellement déplacées. L'enjeu, effectivement, numéro 1, c'est la famine. C'est d'acheminer ce qu'on appelle des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, parce que vous avez des enfants qui sont tellement dénutris, des famines, des femmes, des personnes que pour vous représenter ce que c'est en fait le stade 5 de la malnutrition la plus aiguë, la plus sévère, c'est quand vous avez vos organes vitaux qui sont tellement dénutris, tellement faibles, vos poumons, vos reins, votre foie, qu'ils cessent de fonctionner et que vous faites un arrêt cardiaque. C'est ça en fait la situation de famine aujourd'hui. La situation de famine aussi, c'est une bombe à retardement sur le long terme. Les enfants qui aujourd'hui sont en situation de malnutrition aiguë et sévère ont 11 fois plus de chances de mourir de maladies, que ça soit là en ce moment on a le choléra, on a la dengue, on a toutes ces maladies hydriques. Donc l'enjeu numéro 2, au-delà d'apporter des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi et d'avoir un système alimentaire qui puisse se reconstituer, c'est l'eau. Ma collègue l'a rappelé. Il faut réhabiliter tout l'écosystème qui permet aux personnes, que ce soit via les puits, que ce soit sur des camions-citernes, que ce soit sur toute l'ingénierie qui permettent aux personnes d'avoir accès à l'eau, mais surtout à l'État de pouvoir délivrer ces services-là. Effectivement, on parlait des hôpitaux et des santé, et l'UNICEF, en tout cas, essaie d'accompagner et de porter à bout de bras avec tout l'écosystème humanitaire, avec les ONG comme Solidarité Internationale, avec aussi les partenaires soudanais dont on parle trop peu, de reconstruire des services publics qui sont à terre. Et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Et on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de cessez-le-feu et s'il n'y a pas d'accès humanitaire durable. Plus qu'un seul hôpital fonctionnel à El Fasher, c'est l'hôpital saoudien, il me semble. Tout à fait. Où voilà, c'est catastrophique. Les soignants travaillent dans des sous-sols, d'après les témoignages des derniers journalistes sur place. On manque de tout, que ce soit les médecins, les infirmières, les pédiatres, le matériel, les fournitures. Et les premières victimes, bien évidemment, ce sont les personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a aussi une crise de protection. Quand je disais qu'il y avait 1000% d'augmentation depuis le début du conflit de cas de violations avérées, que ce soit des meurtres, des mutilations, des enlèvements envers les enfants. On parle aussi trop peu du cas des violences sexuelles. C'est l'une des plus graves crises de violences sexuelles. Quand je disais que les civils étaient directement pris pour cible, les enfants n'échappent pas à la règle. Et malheureusement, toutes les parties au conflit se rendent coupables de violences sexuelles, et en particulier sur les enfants. C'est le cas d'un rapport qu'on a sorti en 2024 sur le sujet, qui dénombrait 221 viols d'enfants recensés, dont des nourrissons de moins de 1 an. On en a, donc vraiment ce chiffre-là devrait absolument toutes et tous nous révolter. Et l'enjeu aujourd'hui, vous parliez de l'action de l'UNICEF, c'est déjà de mettre en place des structures de santé adaptées où les victimes de ces violences sexuelles puissent avoir accès à des soins adaptés, former aussi les personnels de santé, que ce soit les psychologues, les pédiatres, les médecins, à recueillir la parole des victimes qui sont très souvent victimes d'une double peine, celle de la stigmatisation sociale, celle au-delà de la stigmatisation physique avec des grossesses forcées, avec des maladies sexuellement transmissibles. Il y a tout le stigma social qui sera porté et qui malheureusement, même si le cessez-le-feu arrive demain, que les populations soudanaises et les violences de victimes sexuelles porteront pendant toute leur vie, malheureusement. Marc Laverne, le défi pour l'historien que vous êtes, c'est aussi de documenter toutes ces violences.
Oui, bien entendu. Bon, il y a rien de nouveau, mais si vous voulez, l'armée se comporte d'une manière un petit peu plus civilisée, sans doute, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des officiers, des sous-officiers, ce sont des professionnels. C'est la différence avec les forces de soutien rapide, qui, eux, effectivement, se livrent à toutes ces exactions, parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément du pays, et puis parce qu'ils ont fait exploser toutes les barrières morales, toutes les barrières culturelles, civilisationnelles. Hein. Ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut bien voir que on est en train de parler du Darfour, mais c'est une crise de l'ensemble du Soudan. Donc finalement, ce qui vient de se passer à El Fasher, avec la prise d'El Fasher, peut être un moyen pour l'aide humanitaire d'arriver plus facilement. Si vous voulez, la question du Darfour peut être un peu séparée de ce qui se passe dans le reste du Soudan, mais on a évoqué, à l'instant, vous avez évoqué ce qui se passe dans les monts Nouba, avec aussi des villes qui sont encerclées, avec un front de libération qui est là, qui est très présent et qui s'est allié aux forces de soutien rapide. Donc il y a des recompositions politiques aussi derrière tout ce schéma humanitaire effrayant dont on est en train de parler. Et ce qui est en jeu, c'est la survie de l'ensemble du Soudan et ce qui se passe aussi dans le reste du Soudan, parce que la capitale elle-même a été complètement dévastée, si vous voulez. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Darfour est une sorte de... on peut penser que les frontières vont s'ouvrir, que l'armée ayant été expulsée de la capitale, il va pouvoir y avoir une sorte de possibilité d'accès plus grand à l'aide humanitaire, hein, c'est ce qu'on espère à partir du Tchad en particulier, et ces forces de soutien rapide, elles sont soutenues par des pays qui sont tous les pays voisins du Soudan d'abord, et puis les Émirats arabes unis au premier chef, hein, c'est-à-dire un pays que l'on considère comme civilisé, comme agréable à vivre et qui attire l'attention et l'intérêt de beaucoup de gens en Occident, mais Dubaï est partie prenante dans cette guerre directement, et donc dans le soutien à tous ces jeunes qui massacrent, qui violent, qui pillent, sans qu'il y ait de pensée politique derrière. Il ne s'agit pas de prendre un État. Hein, le conflit n'est pas idéologique, il est simplement pour l'accès aux ressources du pays, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, entre l'armée qui contrôle le Soudan depuis son indépendance en 1956, et ses forces de soutien rapide qui étaient de soutien de l'armée. Donc ce ne sont pas des gangsters ou des voyous venus de nulle part. Ce sont les complices de l'armée pour tenir l'ensemble du pays. C'est une guerre entre deux mafias, si vous voulez. On reparlera des parrains étrangers des différentes forces en présence juste après. Mais Justine Musique-Piquemal, est-ce que vous partagez l'espoir de Marc Lavergne, à savoir une prise de conscience collective et une possibilité d'action humanitaire renforcée à la faveur de la mise en valeur de ce qui se passe actuellement à El Fasher? Alors, en juin 2023, quand Solidarité Internationale, on est rentré à Djenina, j'avais, sur le même plateau, j'avais dit, c'est la pire guerre que j'ai vue de mes yeux, avec des gens qui arrivaient troués de partout et des enfants qui avaient des marques d'obus sur eux. On croyait pas qu'on arriverait à négocier très honnêtement aussi rapidement de rentrer dans Djenina, et en fin juin, début juillet, on est rentré dans Djenina et on a pu commencer à mettre en place l'accès à l'eau potable, les camions citernes et la réhabilitation de points d'eau. On a eu la même discussion sur Zalindjé. Aujourd'hui, on est arrivé à Taouila au mois de mai. Juste pour comprendre, physiquement, El Fasher, par rapport au Tchad, c'est si on passe par le nord du Tchad, donc ce qu'on appelle le point frontière de Tiné pour aller à El Fasher, c'est 4 jours de voiture. Et alors, avant, quand on le faisait, donc jusqu'au mois de mai, il y avait plus de 7 points différents avec 7 groupes milices différentes, donc pas forcément rattachés à la RSF, à la FSR, pardon. Sur le chemin, on a perdu nous-mêmes un camion au mois de mai, donc de là, on a décidé d'arrêter de passer par ce point-là, parce qu'il y avait trop de groupes complètement différents, pas hiérarchisés, et ce sont des milices complètement autonomes. Donc, revenir aujourd'hui à El Fasher par le point d'Adré, hein, donc le fameux point extrêmement connu maintenant, point frontière du Tchad par rapport au Ouest Darfour, et ensuite monter jusqu'à El Fasher, on compterait pareil 4 ou 5 jours, mais sur des axes qui aujourd'hui, alors sont pas tout le temps sécurisés, hein, je parlais de kidnapping de collègues cet été, mais avec des milices qu'on connaît mieux, avec des groupes nomades qu'on connaît mieux, avec lesquels on travaille, qui ont aussi des besoins, puisque les nomades ne sont pas tous à mettre dans le pack des milices, hein. Il y a des nomades qui ont des familles sur le bord des routes, qui n'ont reçu aucune aide humanitaire pendant 20 ans. On pense aussi que ça a aussi poussé à la frustration d'aujourd'hui. Donc, du coup, de travailler avec tous ces nomades pour pouvoir atteindre El Fasher.
De nouveau, la discussion qu'on va avoir avec El Fasher, déjà aujourd'hui, il y a encore des combats. Hein. Ce matin, il y avait encore des combats dans El Fasher. On ne va pas envoyer des équipes dans El Fasher tant qu'il y a des combats. La négociation qui sera faite après, c'est ensuite savoir comment est-ce qu'on peut rentrer dans El Fasher, comment est-ce qu'on peut atteindre les Soudanais qui sont coincés dans El Fasher, sans aucune stigmatisation des gens qui sont restés, parce que les gens qui restent ne sont pas forcément des gens qui sont pour les FSR. C'est aussi des familles, des vieilles personnes qui ne peuvent pas bouger, des gens qui ne veulent pas quitter leur maison, des gens qui ne veulent pas perdre leur terre, et du coup qui vont rester sur zone et de pouvoir les atteindre. De nouveau, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les gens sont coincés entre El Fasher, enfin beaucoup sont coincés entre El Fasher et Tawila. Donc, il faut qu'on arrive à les atteindre. Il faut qu'on arrive à envoyer des camions. Juste un petit point, tout à l'heure, je disais qu'il fallait des forages. Donc, il faut 80 forages en urgence sur Tawila pour répondre aux 2 millions de personnes qui sont déjà là et donc aux milliers qui sont en train d'arriver. On a une foreuse. Tous, UNICEF compris, on a une seule foreuse sur tous les Darfour. Donc, en fait, une foreuse avec tous les besoins qu'il y a aujourd'hui dans l'Ouest Darfour, dans le Central Darfour et dans le Nord Darfour. Honnêtement, si on décide d'utiliser tous la foreuse pour répondre aux besoins d'urgence, on aura atteint le seuil normal de 5 litres d'eau par personne par jour, qui est rien du tout, dans 3 ou 4 ans. Pour comprendre les besoins faramineux qu'il y a aujourd'hui sur le Darfour. Cette action humanitaire, elle est aussi compliquée par l'armée soudanaise. On apprend ce matin que 2 responsables du programme alimentaire mondial vont être expulsés du Soudan. Ils ont pris contact avec les autorités soudanaises pour protester contre cette décision. En tout cas, Justine Musique-Piquemal, vous aviez évoqué le parallèle avec le siège d'El Janina, qui avait été, ce parallèle, il avait été établi d'ailleurs au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était en 2023, plus de 15 000 morts. Depuis, aucune action concrète n'a été prise vis-à-vis des dirigeants des FSR. Comment expliquer qu'ils aient été épargnés jusqu'ici et que rien n'ait évolué, notamment sur le plan humanitaire, Baptiste Chapuis? Alors je garderai ma casquette d'humanitaire aujourd'hui, effectivement, qui, en fonction des principes humanitaires, se veut neutre, impartial et indépendant. Ce qu'on constate, effectivement, c'est que l'ensemble des parties au conflit se sont rendus coupables d'exactions, en particulier sur des civils, qui sont, encore une fois, cette variable d'ajustement. L'enjeu, effectivement, qui se posera demain, ça sera celle de la redevabilité, ça sera celle de rendre justice à ces personnes. Pour cela, il faut témoigner et il faut aussi collecter ces données-là. Sans accès, les organisations humanitaires et les organisations de droits humains ne peuvent pas faire ce travail-là. Et donc, du coup, alimenter les rapports des Nations Unies qui visent à justement nommer et qualifier, non seulement dans les faits, mais aussi juridiquement, ce qui est en train de se passer. Oui. Je rappelle aussi que l'autre éléphant dans la pièce, et ma collègue l'a un peu touché du doigt, c'est la question des financements. Il y a une disproportion totale entre la gravité de la situation humanitaire et l'attention portée par la communauté internationale, qu'elle soit politique mais aussi financière, budgétaire. Il y a eu des conférences des bailleurs, pas plus tard qu'à Londres l'été dernier, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins. Je rappelle que selon le plan des Nations Unies pour estimer les besoins sur 2025, on parle de 4 milliards pour couvrir les besoins. Ça, c'était avant ce qui se passe à El Fasher maintenant. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 25% des financements sont à disposition de la communauté humanitaire. C'est vous dire l'ampleur de ce qui reste à faire en termes de prise de conscience. Et à titre personnel, moi, ce que j'espère, c'est que quand on voit aussi l'impact qu'a eu l'émotion dans l'opinion publique de la situation de famine, par exemple à Gaza, à juste titre, j'espère aussi que les images que je vous montrerai aujourd'hui pourront déclencher le même élan de solidarité, aussi de pression politique envers nos États, ici en France, pour faire en sorte qu'on puisse avoir à minima, le même élan de solidarité en termes budgétaires et politiques pour mettre fin à ce conflit atroce. Je précise qu'on a consacré toute une émission ici sur France 24 sur la sous-médiatisation du conflit au Soudan et sur les raisons qui expliquent cette sous-médiatisation et sur ses conséquences aussi pour le Soudan. Et pourtant, les informations, on les a. En septembre dernier, l'ONU, il y a un rapport d'experts mandaté par les Nations Unies qui attestait que les FSR étaient responsables, je cite, de crimes contre l'humanité
humanité au cours du siège d'El Fasher, incluant des tueries à grande échelle, des violences sexuelles, vous en parliez, des pillages, la destruction des moyens de subsistance, allant parfois jusqu'à la persécution et l'extermination. Ce sont les mots utilisés dans ce rapport de l'ONU, un rapport de 18 pages qui dénonce aussi, vous en parliez, l'utilisation de la famine comme arme de guerre contre les civils. Les cris d'alerte, ils ont été lancés depuis le début de ce conflit et pourtant rien, effectivement, quasiment n'a été mis en place pour venir en aide aux civils. Comment on l'explique, Marc Laverne? Quel est votre regard d'historien sur cet immense désastre? Bon, en tant qu'historien, évidemment, je suis témoin de cette incapacité de l'ONU à intervenir, mais j'ai aussi dirigé le groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU pour le Darfour en 2005. Donc je connaissais déjà depuis 20 ans le Darfour, la situation, tout ça a été exposé avec mon équipe internationale. Nous avons interrogé les femmes violées, tous les dirigeants, tous les chefs de guerre, et l'ONU n'a pas bougé pour autant, si vous voulez. C'est un conflit qui est sous le radar de la communauté internationale parce qu'il n'a qu'un aspect humanitaire, si vous voulez, et le sens politique de ce conflit échappe un peu à tout le monde. Du coup, encore une fois, c'est l'ensemble du Soudan. J'ai aussi été chargé d'une mission de cesser le feu dans les monts Nouba, donc à une époque un petit peu antérieure à ça. C'est la même chose, ça n'intéresse pas la communauté internationale parce qu'il y a des pays qui sont respectables d'un côté comme de l'autre. L'Égypte d'un côté, les Émirats arabes unis de l'autre, et puis il y a l'Union africaine, il y a des groupes comme ça d'États de la région qui essayent de faire quelque chose. J'étais moi-même récemment, cet été, à Pretoria, pour essayer de trouver aussi une solution à ce problème avec différentes parties prenantes. Mais tout ça n'avance pas parce que ça n'est pas quelque chose d'essentiel, je dirais, et puis que finalement le Soudan est un État failli depuis son origine, depuis plus de 50 ans maintenant. Donc constat très pessimiste que vous dressez. Le Soudan a été partagé en deux, et je me souviens de parler avec le chef des rebelles du Sud qui me disait si on partage le Soudan en deux, il y aura deux problèmes au lieu d'un. Maintenant, il y a un Sud-Soudan qui est dans le même état que ce dont on est en train de parler au Darfour, avec les mêmes exactions, avec les mêmes problèmes entre tribus, et personne ne bouge, personne n'en parle même. Donc, effectivement, les solutions, la communauté internationale n'a jamais joué son rôle d'essayer de trouver une solution. Il y a une troisième force, il y avait une transition démocratique qui a été amorcée en 2019. On a reçu ces dirigeants à Paris, on les a reçus avec des encouragements verbaux, mais il n'y a rien eu derrière. Et aujourd'hui, cette troisième force qui représente vraiment la population soudanaise, les gens des villes et des campagnes, eh bien, ils sont marginalisés et c'est ceux qui ont des armes qui parlent. Le conseiller présidentiel émirati a appelé, je cite, à la rationalité, au réalisme. La voie politique, je le cite, est la seule option pour mettre fin à la guerre. Ce sont ces mots. Il appelle à ratifier les propositions qui ont été formulées par le groupe dit du Quad, qui réunit donc les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tel scénario? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, j'en doute fort parce que finalement, on essaye de réconcilier deux groupes qui étaient alliés autour du dictateur Omar al-Béchir. Donc on part sur de mauvaises bases, je dirais. Les Soudanais, eux, sont hors jeu dans ce système. Au Darfour même, il y a des groupes rebelles encore dans les montagnes. Il y a différents groupes à base ethnique, souvent, qui ont des armes et qui sont là, qui sont pas, effectivement, qui ne se mêlent pas de cette affaire d'El Fasher et qui ne s'occupent pas non plus des réfugiés. Mais tout le Darfour est en armes et le reste du Soudan, toutes les régions périphériques du Soudan, des montagnes et des campagnes, sont armés. Il y a des interventions de pays étrangers, bien sûr, qui soutiennent un camp ou un autre. Donc, si on veut prendre les problèmes à la racine, il faut d'abord parler avec l'Égypte, avec les Émirats arabes unis, et personne n'est prêt à le faire. Justine Musique pique mal. Est-ce que vous partagez ce pessimisme, ce tableau sombre pour l'avenir qui vient d'être dressé par Marc Lavergne pour l'avenir du Soudan?
Bah, après 25 ans d'humanitaire, si j'avais cette vision sombre, je pense que je me serais soit jetée par une fenêtre, soit j'aurais arrêté de travailler. Non, moi j'ai connu Khartoum en 2023, juste avant la guerre, avec une des capitales les plus développées que j'avais vues en Afrique, avec des universités qui fonctionnaient, avec une jeunesse volontaire et voulue, avec des Soudanais qui avaient envie d'avancer, de faire mieux. Khartoum rayonnait dans toute la zone. On avait des collègues qui venaient à Khartoum se faire former à tout niveau, en business et autres. Le Darfour a toujours été une zone compliquée, mais pareil, Jeninna était pas du tout dans l'état où elle est aujourd'hui en mai 2023, et je suis convaincue qu'on arrivera à sortir de cette situation à un moment ou à un autre. Vous parliez de diplomatie humanitaire, donc exactement comme disait Baptiste, notre point de vue est extrêmement neutre et transparent sur sur ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit inter-armé qu'il y a aujourd'hui. De nouveau, il faut sortir les milices de ce qui se passe aussi par rapport aux deux groupes armés. Je pense qu'on est encore sur une autre problématique. Les milices étaient là déjà avant. On avait déjà ce problème-là de sécurité sur les Darfour avant. Les exactions sont faramineuses. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre les Soudanais au centre de discussion. Les Soudanais sont au Soudan, dans leur propre pays. Il faut absolument qu'on arrive à les atteindre et à aider les plus vulnérables pour la partie des humanitaires, et que les politiques fassent au travail au niveau global. Le sujet central aujourd'hui, là, en octobre 2025, c'est on va pas laisser mourir de faim des enfants. On fait plus ça en 2025. On peut pas laisser mourir avoir des vidéos d'enfants qui meurent de faim en 2025. C'est pourtant bien inouï. le cas. C'est pourtant bien le cas. Exactement. Et pas seulement au Soudan. Baptiste Chapuis. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. En fait, là, on assiste à la lutte pour la survie d'une population, et vous avez effectivement les images des drames qui nous arrivent, mais vous avez cette lutte, vous avez et on l'a constaté bien avant le conflit. Côté UNICEF, on travaille avec des mouvements de jeunesse, avec toute une société civile qui était extrêmement active. Et c'est une population qui, en fait, se bat aujourd'hui. Et j'espère aussi que, au-delà de France 24, les voix soudanaises, notamment celles des enfants, celles des jeunes adultes, pourront être mis aussi au centre de la discussion, parce que ce sont elles et eux, en fait, qui décrivent au mieux non seulement ce qu'ils vivent, mais ce à quoi ils aspirent. La diplomatie humanitaire, ça doit rester notre première arme, en tout cas pour alléger la souffrance des populations, et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Là, effectivement, on a un enjeu de briser ces sièges inhumains à El Fasher, à Kadougli, à Diling, et c'est ça aussi qui doit nous animer. On doit mettre les fonds sur la table si les États sont sérieux pour alléger la souffrance des populations. Et enfin, effectivement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, contribuer à visibiliser une crise oubliée et cette disproportion absolument atroce entre la gravité de cette crise, les premières personnes qui sont impactées, et le peu d'attention et de réponse de la communauté internationale, notamment envers les sponsors de ces partis au conflit, qui ont un vrai impact aujourd'hui et qui, demain, en une décision politique, peuvent arrêter ces massacres. Ce serait le mot de la fin. On arrive au terme de ce débat, de cette discussion. Merci Baptiste Chapuis, Marc Lavergne et Justine Musique-Picmal pour tous ces éléments sur le Soudan, dont on parle beaucoup, nous, sur France 24. Je vous invite également à revoir cette émission sur l'indifférence qui entoure ce conflit au Soudan. Merci pour votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal sur France 24, toujours. Je sais que vous vous posez des tas de questions. Pourquoi la guerre a-t-elle éclaté en Ukraine? Pourquoi tous ces morts? Durant ces 4 jours, on va réfléchir tous ensemble à une manière plus juste de vivre. Ils sont soldats ukrainiens et viennent en convalescence en Grèce, sur le mont Athos, pour soigner les traumatismes par la foi. Avec les autres prisonniers, on n'avait rien. On a cherché des solutions, des réponses, et finalement, on s'est tourné vers Dieu. Sur cette montagne sacrée, la religion guide les pas, et surtout, elle maintient ses hommes debout. Je pense qu'ils parviendront tous à se reconstruire, à retrouver leur identité et le sens de l'existence. Mais il leur faudra du temps. Après cette parenthèse monastique, plusieurs d'entre eux devraient reprendre le chemin du front. Le poids que je portais s'est enfin dissipé. Je repars habité d'une autre énergie, nourri par toutes ces prières. Reporter, à voir sur France 24.